lundi 31 juillet. Yorana, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Voici le sommaire de cette édition. Perte sèche de chiffre d'affaires pour les professionnels du tourisme à Fakarava. La centrale électrique, en panne depuis plus d'une semaine, a de lourdes conséquences économiques pour les pensions de famille et les commerçants. La perle noire de Polynésie retrouve toute sa place sur le marché international après des années de galère. Mais pour combien de temps les perliculteurs profitent de l'aubaine mais s'inquiètent aussi du retour de l'instabilité? Le président de la Polynésie est de retour au pays. Moetai Broderson a fait partie de la tournée présidentielle en Océanie. Il est sur la première ce soir pour dresser un premier bilan. Avec lui, nous aborderons également des sujets économiques comme la suppression de la contribution pour la solidarité. Une remise en question s'impose pour l'association des porteurs d'orange. Si les disparitions dans la vallée de la Punar'u restent très rares, les règles d'accès vont évoluer. L'électricité est d'une importance vitale au XXIe siècle, notamment quand on est un acteur économique. À Fakarava, les propriétaires des pensions de famille au sud de l'île sont dans le désarroi. Privés d'électricité, vous le savez, depuis le dimanche 23 juillet, ils ont dû annuler des réservations. S'ils ont pu compter sur la solidarité de leurs pairs, ils se sentent abandonnés. Le point avec Nicolas Suire et Hubert Liao. Pas d'électricité, ça veut dire des annulations en chaîne pour les pensions de famille à Fakarava. Depuis une semaine, pas de recettes qui entrent dans les caisses et c'est sans compter les aliments en train de s'abîmer dans les réfrigérateurs et les congélateurs. Heureusement, la Fédération des pensions de famille s'est mobilisée et a obtenu l'aide de ses partenaires tels que Air Tahiti et certaines goélettes pour transporter notamment des groupes électrogènes et de la nourriture. On a, avec l'ENIC, appelé le COBIA, qui a accepté d'acheminer et de changer, c'est important, cette solidarité entre nous, de changer son planning de voyage, son itinéraire, pour acheminer les groupes en premier à Fakarava. Pour les pensions qui n'ont pas de groupe. Les assurances disent pouvoir indemniser les touristes à la place des pensions de famille sous réserve de certaines conditions, dont notamment la souscription à un contrat multirisque habitation professionnel avec l'option perte d'exploitation et dommages électriques. Un touriste qui n'arriverait pas à venir chez nous parce que malheureusement il s'est passé un événement en Polynésie indépendant de nos pensions, ces touristes-là pourraient se faire indemniser via cette garantie responsabilité civile. Très peu parmi les pensions souscrivent ce genre d'assurance, nous assure Mélinda Baudin, car trop onéreuse. Et sans vouloir jeter la pierre au pouvoir public, elle nous dit la difficulté de travailler dans des endroits éloignés. Dès qu'une île est en difficulté, et pourtant Fakarava fait partie du top 5 du tourisme en Polynésie française, on a l'impression, et c'est même plus une impression, c'est une conviction, qu'on se sent loin de tout. Le COBIA est parti cet après-midi pour un détour vers Fakarava afin d'acheminer les précieux groupes électrogènes. Il est d'ores et déjà très attendu par la population. Et pour résoudre la panne d'électricité, un transformateur également doit arriver mercredi sur l'atoll. Cette bonne nouvelle, la perliculture retrouve sa place dans l'économie polynésienne. Elle redevient le premier secteur exportateur avec 52% des bénéfices des exportations locales. Le prix de la perle au gramme a plus que doublé en un an, passant ainsi de 300 à 800 francs. Une réelle opportunité pour les professionnels du secteur, mais pour combien de temps? Élément de réponse avec Kaline Liénard et Patrick Singsi. Alfred s'est lancé dans la perliculture en 2004, à l'époque où le prix de la perle a commencé à chuter, passant de 2000 francs à 552 francs le gramme. En 2019, 420 000 nacres ont été greffés ici. L'année dernière, seulement 140 000. Alors forcément, cela fait moins de perles à l'export. 17 tonnes en 2021 contre 8 tonnes l'année dernière. Les prix augmentent, c'est tout simplement le mécanisme de l'offre et la demande que nous constatons. Donc, raréfaction des perles entraîne donc une augmentation des prix. Ça profite à tout le monde, mais je pense que pour nous, les perliculteurs, nous commençons à retrouver des prix corrects qui nous permettent de mieux fonctionner. Une meilleure professionnalisation du secteur, c'est justement l'objet d'une loi de pays adoptée en 2017. Un an et demi plus tard, des comités de gestion sont mis en place dans les îles et le Conseil de la perliculture est créé.
qui est un outil qui nous permet d'échanger, de dialoguer avec les puissances publiques, l'administration. Nous, producteurs professionnels, on est avec eux. Ensuite, on part dans nos îles et les comités de gestion nous permettent de partager tout cela avec nos producteurs. 10 000 hectares de production de perles sont autorisés en Polynésie française et les perliculteurs doivent respecter les quotas inscrits dans la loi. Il a été décidé avec le Conseil de la perliculture de le fixer à 2500 perles à l'hectare et c'est effectif à partir de cette année. Donc il est possible que ça a un effet, on va dire, de frein pour cette augmentation de la production. Encore une fois, l'idée du quota de production, c'est d'abord de les inciter à vendre moins et vendre la qualité au détriment de la quantité. Le cours de la perle est sensible quand même. Aujourd'hui, on a un cours où on vend mieux la perle, c'est-à-dire aux alentours de 800-900 francs le gramme. Forcément, les acheteurs vont venir pour faire un stock, mais ça ne veut pas dire non plus que ça va rester à ce prix-là. Et c'est à nous à être professionnels de manière à respecter la loi et de ne pas produire comme des malades. Les Tuamotu Gambier font face à un autre problème, moins d'essaims de nacre, donc moins de perles à exporter dans les mois à venir. Le prix de la perle risque donc de rester en hausse. Et sachez que l'exportation de perles noires a rapporté en 2022 6 milliards de francs pacifiques de recettes. Autre sujet économique qui nous concerne tous, les élus de l'Assemblée de la Polynésie sont appelés à se prononcer sur la suppression de la contribution de la solidarité, surnommée TVA sociale. Elle ne sera plus qu'un souvenir dès le 1er octobre. 2,580 milliards de francs pacifiques, c'est le montant du manque à gagner dans les caisses de la CPS lorsqu'elle sera supprimée. Pour l'heure, aucune alternative proposée, mais cette somme d'argent sera compensée par le budget du pays. Les élus de l'opposition s'interrogent. Voici quelques réactions recueillies par Kaline Lénard et Patrick Sing Sing. Nous attendons beaucoup plus un train de mesures qui viendrait lutter contre la vie chère. On l'a vu, les entreprises demandent à être allégées aussi au niveau fiscal. On réclame cette réforme de la PSG parce que c'est ce qui nous coûte cher aujourd'hui, c'est la PSG. Donc toutes ces questions n'ont pas encore eu de réponse de la part du gouvernement qui aujourd'hui continue de travailler sur ces grands axes de politique générale. Pour rappel, la TVA sociale nous rapporte 9 milliards par an et elle ne va pas dans le budget du pays, elle va directement dans le budget de la CPS. Et l'année prochaine, il faudra encore trouver 9 milliards. Donc à ce moment-là, où est-ce qu'on va aller chercher les 9 milliards? Et c'est un peu ce qui nous préoccupe parce que cet argent, il faut le trouver tous les ans. Et en face de nous, on n'a aucune réponse lorsqu'on pose la question, si ce n'est taper dans le budget. Mais le budget de la Polynésie, en tout cas les réserves que le gouvernement Tapura leur a laissées, ne sont pas inépuisables. Nous allons aborder la question tout de suite avec notre invité, Monsieur le Président Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. On vient de l'entendre, il y a des questions qui restent sans réponse. Votre gouvernement a-t-il ce soir une solution concrète pour remplacer la TVA sociale ? Vous savez, je ne crois pas que ces questions soient sans réponse. Je pense que, quelle que soit la réponse, ils ne seront jamais satisfaits. Je parle de nos amis de la minorité. Mais c'est le jeu politique. Nous tenons nos promesses. Nous avions dit que cette taxe serait supprimée. Elle le sera à partir du 1er octobre. L'état de la fiscalité du pays permet de l'envisager sans aucun problème. Le fonds qui vient abonder, que venait abonder cette taxe sera abondé par la fiscalité du pays d'ici la fin de l'année. Il sera de la même manière pour l'année 2024. L'année 2024 sera en fait l'année où on devra tous ensemble, et là je m'adresse également à la minorité, finaliser le travail qui n'a pas encore été finalisé par tous les gouvernements qui se sont succédés, à savoir cette réforme de la PSG, cette réforme des comptes sociaux et cette réforme de la fiscalité. Il faut changer notre fiscalité, il faut qu'elle devienne plus équitable, il faut que ceux qui ont les moyens payent plus et que ceux qui n'ont pas les moyens soient moins taxés. Ça, c'est le principe de l'équité fiscale. Ça passe par quoi? Par la CST, par exemple? Ça peut passer très simplement par la CST, par un réaménagement des taux et des tranches, mais ça peut passer par d'autres moyens. Concomitamment, nous avons
Demain, nous allons examiner également des mesures qui viennent alléger la fiscalité pour les TPE et les PME. Ça va dans le sens de la création d'emplois, ça va dans le sens de permettre à l'activité économique de se développer. C'est comme ça qu'on arrive à équilibrer les comptes sociaux à terme, mais ça ne se fait pas en 100 jours. Ça se réfléchit, ça va se réfléchir également avec l'État, qui doit également contribuer à cet équilibre des comptes sociaux, qui le fait déjà en partie, mais que nous allons solliciter plus encore. C'est des échanges qui avaient déjà lieu, que nous continuons. Voilà, c'est une réflexion qui doit se mener sereinement sur l'année 2024 pour qu'on ait ensuite l'assurance sur les années qui suivront qu'on aura un modèle qui tienne la route dans le temps long. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez, on entendait Nicole Sanker par exemple, ils attendent plus. Est-ce que vous comprenez qu'il y a urgence pour notamment des Polynésiens, notamment pour les 64 000 électeurs qui ont cru en vos promesses? Il y a urgence pour tous les Polynésiens, y compris ceux qui n'ont pas voté pour nous. On n'est pas là pour s'occuper que de ceux qui ont voté pour nous. Non, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je le dirai, je le redirai encore. Nous prenons le temps de prendre des mesures qui ne vont pas être annulées le lendemain ou le surlendemain. On ne va pas faire de loi des 1000%, on ne va pas faire de TVA sociale qu'on va ensuite soi-même annoncer comme devant prendre fin dans 1 an ou 2. C'est ce qui avait été annoncé, il faut quand même s'en souvenir, par la majorité d'alors. Alors aujourd'hui, toujours est-il que le manque à gagner pour la CPS sera de plus de 2,5 milliards de francs. Il sera comblé donc par le budget du pays. Est-ce qu'il a fallu faire des concessions quelque part? Des concessions, non. Il faut veiller au grain. Vous savez, il y a demain également le 3e collectif budgétaire. Lors de la composition de ce collectif, j'ai demandé au ministre de l'économie et à la direction du budget de s'asseoir avec chacun des ministères pour commencer à insuffler une autre culture budgétaire. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'avant de demander plus de sous pour un collectif, assurez-vous que ce qu'on vous a déjà donné, vous allez pouvoir le consommer. Et si ce n'est pas le cas, rendez les sommes ou affectez-les à d'autres demandes avant de demander plus de sous. Et rien qu'en faisant cet exercice, nous avons réalisé des économies substantielles de l'ordre de 7 milliards sur ce qu'aurait pu être ce collectif. Donc vous voyez, à un moment donné, il faut parler sérieusement. Donc pour les prochaines stratégies, en tout cas les grandes réformes, il faudra attendre à partir de la rentrée budgétaire. C'est évident, c'est pas dans des collectifs qu'un nouveau gouvernement peut imprimer sa marque. C'est lors de, on va dire, l'établissement du budget primitif, le premier budget primitif qui sera fait par ce gouvernement et par cette majorité, que là, on pourra imprimer notre marque. Et justement, vous arrivez bientôt à vos 100 jours de gouvernance dans 3 semaines. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler de bilan puisque rien ou peu de choses ont été réalisées depuis la prise de votre fonction. Énormément de choses ont été faites. Il faut pas... on va communiquer là-dessus en temps voulu. Les 100 jours, c'est le 23. Il y aura donc une grande communication qui sera organisée ce jour-là. Je pense que les Polynésiens se rendront compte, pour ceux qui ne l'auraient pas réalisé déjà, de tout ce qui a été fait. Merci, Monsieur le Président, pour ces premières réponses. Nous allons poursuivre avec des questions diplomatiques, puisque je le disais en titre, Moïse Brotherson était en Océanie aux côtés d'Emmanuel Macron. Après la Nouvelle-Calédonie, le chef de l'État s'est rendu au Vanuatu, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Sri Lanka. Un voyage pour afficher les ambitions géopolitiques de la France dans la zone Indo-Pacifique, mais aussi et surtout pour tenter de replacer ces territoires au cœur de ses stratégies. Monsieur le Président, une réaction d'abord sur l'attitude adoptée par Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. Il a quelque peu bousculé les indépendantistes dont les divisions bloquent toutes les discussions sur l'avenir de ce pays. Est-ce que c'est, selon vous, la bonne stratégie à adopter ? Écoutez, sur la question calédonienne, je préfère laisser les Calédoniens répondre. Moi, j'ai un regard extérieur de voisins, de frères. J'ai mon avis sur la question, mais je ne suis pas sûr qu'il soit pertinent. Avant ce voyage diplomatique, vous avez confié au magazine Challenge que la stratégie indo-pacifique française manquait de lisibilité. Est-ce que vous maintenez votre position à l'issue de ce voyage ?
C'est justement l'objet d'un tel voyage, je crois. Je ne sais pas si le président Macron avait lu mon interview avant de le planifier. Non, je ne pense pas. C'est une boutade. Mais en tout cas, c'est tout l'exercice qui a été réalisé lors de ce déplacement, je crois, qui est de donner de la lisibilité à cette stratégie qui, quand elle a été énoncée au départ, c'est ce que j'ai dit, quand elle a été énoncée en 2018 pour la première fois à New Delhi, ensuite en Australie, il y avait un énoncé, mais il n'y avait pas de lisibilité. Comment ça allait se décliner au plan économique, au plan culturel, au plan diplomatique, au plan militaire, on commence à le voir. Mais ça ne suffit pas pour faire une stratégie. Il n'y a pas Et vous avez eu vos réponses ? Alors, les réponses, j'attends des réponses pour ce qui me concerne, mais je crois que tout le Pacifique attend des réponses. Il y a deux grandes superpuissances qui opèrent dans nos eaux, que sont les États-Unis et la Chine. Ces puissances-là ne font pas que du soft power, elles mettent des vrais moyens, des moyens énormes qui viennent parfois déstabiliser les économies locales, qui parfois leur permettent de se développer. À côté de ça, est-ce que l'État français aujourd'hui a les mêmes moyens financiers pour s'aligner sur les États-Unis et la Chine? Je ne pense pas, mais je ne pense même pas que ce soit ça la stratégie du président Macron. C'est d'ailleurs lui qui le dit. Et justement, aujourd'hui, vous comptez toujours discuter avec la Chine, par exemple, sur des accords de coopération? Nous voulons discuter avec tout le monde. Ensuite, discuter, ça veut dire également prendre ses précautions et ne pas signer tout et n'importe quoi. Nous avons une vision très claire de ce que nous voulons faire comme partenariat avec la Chine, avec les États-Unis, avec d'autres pays, avec la France, avec nos voisins directs du Pacifique, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Il y a énormément de choses à faire dans notre bassin naturel qui est le Pacifique. On ne s'interdit pas de discuter avec qui que ce soit, mais on est prudent. Emmanuel Macron qui a aussi déclaré en Papouasie-Nouvelle-Guinée « Les territoires du Pacifique sont une chance pour la France ». Pensez-vous que nous sommes dans un réel tournant de l'histoire? Je pense qu'aujourd'hui, le barycentre du monde, il est dans le Pacifique. C'est plus de 44% du PIB mondial qui se réalise dans cette zone-là. C'est dans l'avenir, je pense, encore plus. Et c'est une région où il y a des ressources tant minérales qu'halieutiques et des ressources humaines également qui sont non négligeables. Donc nous sommes aujourd'hui au centre du monde, je dirais. Et cette stratégie indo-pacifique, et c'est pour ça que Louis Mapou et moi-même nous sommes déplacés, d'une part, elle ne peut pas se réaliser sans nous. Ça, c'est juste impossible. Et ensuite, ce que nous voulons, c'est être intégrés à la réflexion, au départ de la réflexion sur cette stratégie, pas être simplement un réceptacle en bout de chaîne. Est-ce que c'est une carte à jouer aussi pour les prochaines relations que vous allez entreprendre avec l'État, ou en tout cas les prochaines discussions sur les sujets de l'indépendance, par exemple? Alors pour moi, c'est pas une monnaie d'échange. On a discuté avec Monsieur Marapé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec notre homologue au Vanuatu, sur les partenariats économiques, culturels qu'on pouvait rechercher avec aussi bien le Vanuatu que la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Monsieur Mapou l'a fait pour la Nouvelle-Calédonie. Il y a beaucoup d'investisseurs calédoniens qui sont propriétaires d'hôtels. Ils envisagent peut-être un partenariat avec la compagnie aérienne au Vanuatu. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'ai eu de longues discussions avec M. Marapé. Il y a des possibilités de financement qui sont réelles. Il y a d'énormes compagnies qui sont prêtes éventuellement à venir investir dans l'hôtellerie chez nous, dans d'autres domaines, dans la pêche, voilà. Il s'agit bien de venir investir avec nous, pas à notre place. Donc voilà, il y a toutes ces discussions-là qui sont pour moi fondamentales. Est-ce que ces nouvelles relations sont de bon augure pour le rendez-vous à l'ONU? Ce sera dans moins de 3 mois. Est-ce que vous pensez que le représentant de l'État s'assoira maintenant autour de la table des discussions? Écoutez, moi j'ai noté pendant ce déplacement que les 2 présidents indépendantistes des collectivités du Pacifique ont été invités aux discussions bilatérales entre la France et le Vanuatu, et ensuite entre la France et la Papouasie. C'est symbolique. C'est quelque chose de totalement inhabituel. Et pour moi, c'est, je pense, j'espère en tout cas, révélateur d'une prise de conscience. Très rapidement, pour terminer, 3 ministres d'État sont attendus en Polynésie à partir du 17 août. La ministre du Sport, notamment, à l'aube des épreuves de surf des Jeux Olympiques, avec des travaux qui avancent un petit peu à pas de tortue. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de cette visite ministérielle?
Alors d'abord, ils viennent pour voir justement l'avancée des travaux, voir ce qu'il y a à faire tant du côté de l'État que du côté du pays. Nous sommes sereins. J'ai 2 ministres exceptionnels, Nahema Temari pour les sports et Jordi Chan pour les grands travaux. Ils sont tous les deux au front sur ces sujets. J'ai une totale confiance en eux. Les discussions avec l'État sur les domaines qui relèvent de l'État sont en bonne voie, je dirais. Au-delà de ça, M. Darmanin vient faire quelques annonces, notamment en matière de sécurité intérieure. La ministre des Sports, elle vient principalement pour les JO de surf, évidemment. Et M. Vigier, que je connais très bien, donc, qui était un député comme moi il n'y a pas si longtemps que ça. Ce sera son premier déplacement chez nous, donc on va les accueillir comme il se doit. Et si le déplacement à Ho est maintenu, est-ce que vous allez réitérer votre demande de dépollution des atolls ? Oui, bien sûr, cette demande-là, elle se fait indépendamment des visites ou des non-visites. C'est des fondamentaux pour nous. C'est des points sur lesquels on ne transige pas. On continuera de les demander. Ensuite, ces demandes sont reçues, entendues ou pas. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas entendu qu'on va arrêter de demander. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous vous retrouverons donc demain à l'Assemblée pour l'étude des textes. La majorité des accidents en montagne est due au non-respect des règles élémentaires de base. Le dernier en date en est la preuve. Une fois de plus, Eugène Avemey n'a toujours pas été retrouvé. Après cet incident tragique, l'association de protection de la vallée de Punarou veut durcir les règles d'accès, même si les disparitions restent extrêmement rares. Gilles Taoutou et Sandrouli. La disparition d'Eugène Avemey doit marquer les esprits et changer les comportements. C'est en tout cas la volonté du maire et des pouvoirs publics de l'État comme la gendarmerie et les sapeurs-pompiers de la commune. Ce matin, après avoir passé une semaine de recherche en revue, le comité de réflexion a décidé d'agir. On a abordé quelques règles aujourd'hui, mais c'est surtout les usagers qui montent, les cueilleurs, mais aussi les personnes qui vont visiter. Il va falloir absolument respecter un minimum. Par exemple, être à 2 au moins pour la visite, de manière à ce que l'autre puisse déclencher l'alerte. Là, ce matin, les petits points en fait, qu'on a donnés, ce serait bien que déjà chacun ait un vignier avec lui. Et ensuite qu'ils interviennent lorsqu'ils vont faire dans la Tamanou, qu'ils soient au moins à 2 au minimum. Comme ça, au moins, s'il y a quelque chose qui se passe pour une personne, tu as toujours une autre qui peut donner l'alerte. Habitués aux sentiers de la Tamanou et des plateaux avoisinants, ils sont encore nombreux à s'enfoncer sur les hauteurs de la Punarou sans équipement de prévention et de sécurité. Mais avec la disparition d'Eugène Avemey, il est peut-être venu le temps de changer les comportements. Je l'espère, moi je le dis, il faudrait qu'ils écoutent ce qu'on leur dit, de le faire. Pas faire ça à leur tête aussi. Jeunes et prévoyants, Tou et Tamakou s'équipent toujours avant de prendre les sentiers qui mènent au plateau des Oranges. Ce week-end, ils ont participé aux recherches. Pour eux, il est capital de s'équiper. C'est pour la sécurité des portails d'Orange. Comme ça, on peut savoir où est-ce qu'on est allé. 9 jours que Eugène Avemey est porté disparu. Et ce soir, nous avons appris le décès brutal de Tourey Avemey, frère d'Eugène Avemey. Tourey avait aussi participé aux recherches la semaine passée. Il s'était d'ailleurs confié à nos équipes, à sa famille et ses proches. Polynésie La Première adresse ses plus sincères condoléances. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce lundi soir. La suppression de la TVA sociale sera étudiée demain à l'Assemblée de la Polynésie. Au 1er octobre, elle n'existera plus. Le budget du pays est impacté de 2,580 milliards de francs pacifiques. Mais le président Moïse Broderson a affirmé ce soir que de grandes réformes seront entamées sur la fiscalité notamment. À la une de votre quotidien demain, ce titre, l'enquête sur les gendarmes classés sans suite. Il s'agit du drame qui s'était produit à Tarabo. Dans vos écrans ce soir, des chants et danses de Bora Bora. À noter aussi 2 nouveaux épisodes de la série Les Invisibles et les tenantes du titre jouent leur qualification pour les 8e de finale. Les États-Unis affrontent le Portugal. C'est le dernier match du groupe E pour la Coupe du monde de football féminin. Un spectacle de danse pour nous quitter, celui des Tamari Nounoué sur la place Vavau. Très belle semaine à vous et à demain.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.